Ok, regardez, on va donc essayer d'attraper donc un dossier, un sujet qui s'appelle l'interprétation des rêves. Et vous savez pertinemment qu'à chaque fois qu'on veut définir une notion, ça c'est quelque chose que je répète toujours à l'introduction de mes shiurim, de mes cours, quand on veut définir une notion, d'ailleurs en fait on a demandé de l'enregistrer. Alors, excusez-moi 2 secondes, je trouve le dictaphone en 2-2. C'est parti, on est bon. Donc, à chaque fois qu'on veut définir une notion dans la vie, la meilleure des façons, c'est d'essayer de voir sa première occurrence dans le texte de la Torah. Et là où elle apparaît pour la première fois, c'est là qu'elle te renseigne sur le sens profond de la notion. Et c'est vrai pour n'importe quelle notion. Tu veux parler d'une notion de couple, par exemple, un truc qui intéresse absolument personne. Tu vois, le premier couple de l'histoire, tu vois comment Hachem a mis en place le féminin, le masculin, le dialogue, la relation au plaisir, la relation... Et tu as tout là-bas, tout est marqué. Tout ce qui pourra se déployer ultérieurement à travers les siècles, à travers les ethnies, à travers les civilisations, à travers tout ce qu'il peut avoir, ne sont que des déploiements de ces gènes qui ont été placés au niveau du couple de Adam et Chava. Alors là, on attaque, si vous voulez, la notion de rêve. Et on va procéder de la même façon, on va essayer de s'inspirer de ce que la Torah dit sur les rêves, et ça va être pour nous une source d'inspiration. Alors, le cours va être basé en 3 parties. La première des parties, on va, de façon hyper rapide, retracer les événements marquants qui gravitent autour du personnage de Yosef. Parce que comme vous ne l'ignorez pas, Yosef est un personnage qui a fait des rêves très tôt dans sa vie, à l'âge de 17 ans. Une fois qu'il a fait ses rêves, il a été jalousé par ses frères. Il finit, on expliquera comment, en tôle. Il finit en prison. Et là, il a arrêté de rêver, mais pourtant les rêves viennent à lui. Il aspire les rêves. Les gens viennent lui dire, écoute, on a fait un rêve bizarre, est-ce que tu peux nous l'interpréter? Il interprète de façon magnifique les rêves. Et c'est pas tout qu'il interprète les rêves, il va interpréter aussi le fameux rêve de Pharaon. Et il est aussi le personnage qui fait rêver de lui. Il rêve, il interprète les rêves, et il fait rêver de lui. Toutes les filles craquaient sur Yosef. Et donc, on a ici le personnage par excellence qui incarne la notion du rêve. Donc c'est à partir de ce personnage qu'on va essayer de réfléchir par rapport à toutes les notions du rêve. Maintenant, ça c'est donc le point d'introduction. Je vais rapidement vous relater un petit peu les événements qui vont graviter autour de ces rêves. Ouais, donc on va relire les versets qui parlent de ça. Et ensuite, on va une nouvelle fois relire les versets qui parlent de ces rêves avec la grille de lecture proposée par les maîtres du Talmud. En effet, les maîtres du Talmud, dans le traité de Brachot, page 55, ont écrit 4, enfin essentiellement, pas que, mais 4 théorèmes essentiels sur la notion de rêve, 4 points essentiels à comprendre, à entendre au niveau du rêve, et c'est à partir de ces 4 axiomes qu'on pourra relire l'histoire de ces rêves de Yosef. Donc voilà un petit peu la démarche qu'on va avoir ensemble. Alors je commence par le début. Je dis le texte de la Torah, et l'étoldot Yaakov, Yosef ben Sheva Etzre Shana aya ro'e et Echav. Je vous ai marqué dans les documents, donc pas mal de couleurs, vous verrez, c'est pas pour rien. C'est pas un délire de mon logiciel qui a fait ça. Ouais, c'est volontaire, on verra pourquoi. Donc je répète, voici les engendrements, donc la descendance de Yaakov. Yosef ben Sheva Etzre Shana. Yosef avait 17 ans. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce verset? On te parle de la descendance de Yaakov et on te pointe du doigt que Yosef. Alors que tout le monde sait que Yaakov, il avait combien d'enfants? Il avait 13 enfants. Donc il y a ici quelque chose qui est bizarre, une sorte de parti pris. Tout se passe comme si, Yosef, il est la véritable descendance de Yaakov. Premier point. Nous dit le texte que ce Yosef en question était aya ro'e et Echav. Il avait 17 ans, premier point. Deuxième point, il était ro'e et Echav. Il faisait paître les moutons, le bétail, et Echav avec ses frères. Batson, ve'un ar, et il n'était que
un jeune enfant, donc 17 ans, on savait. Et Bene Bila avec Bene Zilpa, il était avec les enfants de Bila et Zilpa qui étaient les servantes de Rachel et Léa. Néché Aviv, les femmes de son père. Vayave Yosef et Dibatam Ra'el Aviem. Et Yosef passait son temps à déblatérer ce qui se passait auprès de ses frères. C'est un petit peu le frère Agnan, le mouchard. Comment on appelle ça en classe? Ça s'appelle celui qui balance, pardon. Comment t'as dit? Oui, il balance exactement. La balance, ouais, c'était la balance, ouais. Donc il jouait le rôle de la balance, vous pouvez imaginer à quel point, d'abord, donc c'est l'enfant préféré, qui plus est, il balance ses frères, donc il n'est pas spécialement aimé. Maintenant, il y a un point qui est mis ici en exergue, vous voyez dans le... Bah, il disait, voilà, il racontait des histoires en disant, mes frères ne respectent pas bien la Torah. Il venait casser du sucre. Ouais. Bah, mes frères ne respectent pas les lois que papa a mis en place au niveau halachique. Donc il venait, alors c'est faux, il s'est trompé, il a mal vu. Il a interprété, il a fait une interprétation, alors là, du coup, pas d'un rêve, mais d'une réalité. Il a mal interprété, il a mal jugé ses frères. Et il venait casser du sucre sur leur dos, auprès de Yaakov. Mais il y a un truc qui intrigue un petit peu Rachi ici, entre autres, c'est qu'une fois qu'on t'a dit qu'il avait 17 ans, pourquoi tu me répètes qu'il était jeune? Na'ar veut dire qu'il était jeune. Oui, c'est pléonasme. 17 ans, ça s'appelle un ado, c'est un jeune. Alors Rachi va expliquer pourquoi on a besoin de dire qu'il est jeune, parce que nous dit Rachi, c'est pas qu'il est jeune, mais qu'il se comportait de façon jeune. Tu peux être 17 ans et être quelqu'un de très mûr. Tu peux avoir 60 ans et être quelqu'un de profondément bébête, gamin. Ouais, des personnes à 60 ans, ils n'ont pas suffisamment joué dans leur vie, donc ils se mettent à jouer à l'âge de 60 ans. Ouais, ils ne respectent pas leur femme, ils ne respectent pas leurs enfants, ils ne respectent pas la vie, ils ne respectent pas leurs paroles. Ouais. Ça, c'est des enfants, des personnes qui n'ont pas suffisamment grandi. Et là, en l'occurrence, lorsqu'on dit qu'il a 17 ans et qu'il est jeune, mais qu'il soit très sage, mais qu'il soit très intelligent, on veut dire que Shaya Ose Maasena Harut, il se comportait comme les jeunes ados. Ouais. Mais Taken Beseharo, il se gominait les cheveux. Ouais, il se gominait les cheveux. Mais Mashbash Be'enav, et puis il se faisait les cils aussi. Kedé chez Yeniri a fait pour paraître beau. Comment? Il s'arrangeait? Ouais. Ça paie comme jamais. Ça, c'est Yosef, ouais. Donc ça, c'est... Pas moi qui dis, hein, c'est Rachi, hein, c'est... Il dit, en fait, il agit de manière enfantine. Ouais, ça veut dire... Enfin, on a le droit d'être beau, mais tu restes pas 2 heures devant un miroir. Ouais, c'est quelque chose d'assez enfantin, surtout pour un garçon. Ouais, c'est un peu bizarre. Tu t'arranges un peu les cheveux, ça va, mais que tu restes comme ça pendant... Et tu t'arranges comment tu te gomines les cheveux, et puis tu te fais les sourcils et tout ça. C'est un peu bizarre pour un garçon, ouais. C'est Rachid qui dit ça, c'est ça? C'est Rachid. Oui. Comment? Midrash. En tout cas, Rachid répond à une question qui jaillit du texte. Pourquoi tu me dis qu'il a 17 ans et tu me dis qu'il est jeune? Évidemment, il a 17 ans, il est jeune, ouais, on savait ça. Donc quand tu dis qu'il est jeune, ça veut dire qu'il est un peu jeune, quoi. Ouais. Ouais, il a 17 ans, mais il est un peu jeune. Ok, j'ai compris. C'est vraiment, en fait, il a âge mental 10 ans. C'est ça que tu dis sur moi. Mais il a commencé à interpréter à quel âge? Alors, on va voir. Là, pour l'instant, il rêve. L'interprétation, elle va arriver une fois qu'il sera en tôle, à peu près à l'âge de 30 ans, quoi. Ouais, 30 ans, ouais. Donc, il sera moins jeune. En tout cas, il aurait été frappé par la vie, en tout cas. Ouais. Voilà. Alors maintenant, donc voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Je vous rappelle que il va à ce moment-là rêver. Voilà le rêve, verset numéro 7. Nous composions des gerbes dans le champ. Donc il va raconter comme ça, il a vu un rêve, comme ça, il est en train de composer des gerbes dans le champ de blé. Soudain, ma gerbe se dressa, elle resta debout, et les vôtres se rangèrent à l'entour et s'inclinèrent devant la mienne. Donc il raconte à ses frères, j'ai rêvé qu'on était tous en train de ramasser du blé, j'ai ramassé ma gerbe, et tout d'un coup ma gerbe, boum, elle jaillit comme un obélisque, et puis toutes vos gerbes qui étaient autour viennent se prosterner. Vayachalom, nous dit le texte, il va avoir un nouveau rêve, ouais, un nouveau songe, et le raconta à ses frères en disant, j'ai fait encore... Je vous conseille de prendre le document. Ouais, c'est plus simple avec le document, merci. Il dit, j'ai fait encore un rêve, ouais. Et il raconta à ses frères en disant, j'ai fait un autre rêve, Vayamer, ine chalam ti chalam od, encore un rêve. Veni un shemesh, et voici que le shemesh, ça veut dire le soleil, vayareach et la lune, ve'echad asar kochavim, et 11 étoiles, mishtachavim li, se prosternent devant moi. Maintenant, 11 étoiles, c'est intéressant.
Il y avait justement 11 frères, il était le 12e lui. Donc il est en train de dire la chose suivante. Dans le domaine du blé, vos gerbes se procèdent devant moi. Et, pour être très, très clair, il y a le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se procèdent devant moi. Ça veut dire le soleil et la lune, ça veut dire le père et la mère. Ouais. Donc il a une vision, si vous voulez, complètement mégalo dans son rêve. Et il va le dire en plus. Il ne se doute pas qu'un truc comme ça va drôlement attiser la haine des frères. À ce moment-là, donc les frères, ni l'un ni deux, le voient débarquer. Donc eux, ils étaient à ce moment-là dans une ville qui s'appelle Shrem. Shrem, c'est là où Dina s'est faite violer, leur sœur. C'est la ville aux Juifs. Vous savez comment elle s'appelle en français, hein? C'est la ville de Naplouse. Ça vous dit quelque chose de Naplouse? Ouais. C'est le QJ de l'OLP, le QJ de Mahmoud Abbas. C'est là-bas, c'est Naplouse, Shrem. Ouais. Donc il verrait que toujours là-bas, il n'y a que des catastrophes pour le peuple juif. Dina s'est fait violer. C'est là que Yosef va se faire choper par ses frères. Nous dit le texte. Elle arrive. Chacun a dit à son frère, Iné Baal Achalomot. Voici l'homme au songe, l'homme au rêve, à l'Azéba, il arrive. Et lorsqu'il dit Baal Achalomot, Baal en hébreu, ça veut dire celui qui est le propriétaire une Baalout en hébreu, c'est être propriétaire. Ouais. Baal, c'est-à-dire Baal d'un carca. Je possède un carca. Lorsqu'on dit qu'il est Baal Achalomot, c'est pas simplement que c'est un rêveur, c'est que c'est lui qui a la maîtrise des rêves. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il a été défini par ses frères, c'est ça. Yosef, quand tu tapes dans ta tête Yosef, tu dois connecter à rêve. Maintenant, ça c'est ce qui se passe. À partir de là, ils le prennent, vous vous rappelez l'histoire, ils décident de le tuer. À ce moment-là, Réhouven, le frère aîné, s'interpose en disant non, l'Archouma, on ne peut pas tuer un frère, ça n'existe pas, ça, on n'a jamais vu ça. Vous savez quoi? Venez, on le jette dans une citerne, dans un puits, ouais. Et voilà comme ça, mais s'il doit mourir, alors que ce soit les serpents et les scorpions qui sont dans le puits qui le tuent, mais de nos mains, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il nous jette dans la citerne sur les conseils de Réhouven. Réhouven après s'en va, et puis d'un coup, Yehuda arrive, il dit, mais vous êtes malade? Yosef comme ça dans un puits, avec des serpents, des scorpions, Indiana Jones, c'est quoi l'idée? Pas possible. Donc vous savez quoi? Venons, on le prend. Vous voulez qu'on s'en débarrasse? On s'en débarrasse, mais on ne le tue pas, ni on le fait mourir. On le prend et on le vend en tant qu'esclave. On prend un petit peu de fric comme ça, on gagne du fric sur lui, et on prend comme ça. Oh, il devient d'ici. Ça que vous voulez? Ok, pas de souci, Yehuda, il les accepte. À ce moment-là, donc, Yosef va être vendu en tant qu'esclave. C'est un bonhomme brillant, c'est un bonhomme fort, c'est un bonhomme très intelligent. C'était le plus fort de sa fratrie, au niveau intellectuel, c'était. Donc il va rapidement, donc, en tant qu'esclave, gravir les échelons. Il ne va pas rester au niveau lambda. Il gravit, puis rapidement, il devient DAF, directeur financier. Directeur financier du complexe, du consortium de monsieur Poutifar. À ce moment-là, donc, il a de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de force, de plus en plus de levier au niveau financier. Et je vous l'ai dit depuis le début, c'est un très très beau gosse. Un beau gosse comme il n'y en a pas deux. Et il va attirer un petit peu de par sa beauté, de par son charisme, il va tout simplement taper dans l'œil de Madame Poutifar, donc la femme de son employeur, du boss. Ouais. C'est un petit peu complexe, vous comprenez. Maintenant, lui, c'est un bonhomme extrêmement vertueux. Donc, il n'est absolument hors de question d'aller briser un couple. Et donc, Yosef résiste. Mais elle le drague, et il résiste. Mais elle le drague, et il résiste. Et utilise toutes les techniques possibles pour pouvoir faire succomber un individu, un homme. Et au bout d'1 an, elle met la patate en termes de pile, ouais. Et elle essaie d'aller jusqu'au bout avec lui, et il résiste. De façon grandiose. On avait parlé de ça de ce cours lorsqu'on avait parlé de l'hébreu. Je ne reviens pas là-dessus. Mais comme elle voit qu'il résiste, et qu'elle ne pourra pas aller au bout de sa volonté, alors elle décide, comme on dit en français, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle décide de le balancer comme si c'est lui qui a essayé de la violer. Lui, pour se saisir d'elle, il lui a lâché sa tunique, c'est-à-dire qu'elle a essayé de la gripper pour le forcer, et lui, il s'est débattu comme un fou, et il s'est enfui, en laissant sa tunique, et elle, fantastique, alibi de folie, je balance mon porc, il a voulu me violer, et la preuve, regardez, j'ai même cette tunique
Il a laissé son costume smalto. Ouais. Ouais, il s'est déshabillé, il a essayé de faire des bêtises avec moi, ouais. Donc le bonhomme, on la croit sur parole. Ouais. On le prend, on l'incarcère pour tentative de viol. Ça, c'est ce qui se passe pour Yosef. Donc là maintenant, le bonhomme, il était DAF, directeur financier, et il se retrouve dans la DAF, quoi. Ouais. Ça, c'est le problème. Bon. Maintenant, un bonhomme qui était tellement grand et puis il devient tellement bas, il arrête de rêver. Et puis d'un coup, les rêves viennent à lui. Les rêves viennent à lui, c'est on a donc des co-détenus, un qui s'appelle le maître Échanson, c'est celui qui s'occupait de la partie boisson, la partie alcool de Pharaon, et tu as le deuxième qui s'appelle le maître Panetier, celui qui s'occupait du pain. Il y avait le boulanger et l'œnologue. L'œnologue, donc le boulanger et l'œnologue, qui avait été mis en prison parce que tout simplement, il y en a un pour qui, quand il a pris son pain, Pharaon, il y avait un petit morceau, un caillou, qui dit mais c'est quoi ce panetier de zut, boum, prison. Et l'autre, un jour, il a trouvé une mouche dans son vin, et c'est quoi cet œnologue de zut, boum, prison. Donc les deux, ils sont en prison, ils écopent une peine, et chacun va faire un rêve. Ils sont perturbés par ce rêve. À ce moment-là, Yosef leur dit, toi, tu vas te réincorporer, et toi, tu vas te faire zigouiller. Exactement ce qu'il a dit, Yosef, boum, ça se passe. Maintenant, Yosef, avant de partir, il leur dit, avant que celui qui va être réincorporé ne soit réincorporé, il le dit, qui imzachartani itar, si tu te souviens de moi lorsque je suis verset numéro 14, si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux, rends-moi de grâce un bon office. Tu parleras de moi à Pharaon et tu me feras sortir de cette demeure. Alors faites attention. Ça a l'air que Yosef, lorsqu'il parle à celui à qui il a interprété le rêve comme quoi il va être réincorporé dans son boulot, ça a l'air qu'il lui dit, bon écoute, je t'ai fait une petite fleur, renvoie-moi l'ascenseur. Ne m'oublie pas, c'est moi qui t'ai raconté ce beau présage pour toi. Rappelle-toi de moi. Mais en fait, les commentateurs sont intrigués par la façon péremptoire de parler de Yosef. Il n'a pas dit, écoute, s'il te plaît, ça t'embête de te rappeler de moi, de me faire un petit coucou, quoi. Ça, moi, je suis encore en prison. Toi, tu vas être là-haut, détente. Ouais, bah écoute, envoie-moi une carte postale, quoi. C'est pas ça. C'est, tu parleras de moi. Ça veut dire que t'as pas le choix. Tu vas finir par parler de moi, que tu veux ou pas. Et tu me feras sortir de cette demeure. Tout se passe comme si Yosef est en train de décrire le scénario. Alors qu'a priori, il devait être juste en mode c'est sympa de me renvoyer l'ascenseur. Vous comprenez la question qui est posée par les commentateurs? On va expliquer pourquoi. Maintenant, donc, pour l'instant, je découvre les versets, on pose des questions et ensuite on essaiera de comprendre la théorie qui est derrière tout ça. Maintenant, voilà que 2 ans passent, le bonhomme a oublié Yosef. Très souvent, quand tu fais une faveur à quelqu'un, sur le moment, tu as envie vraiment de lui le remercier, puis si tu ne remercies pas tout de suite, ben finalement, ça passe aux oubliés. On a oublié. Bon. Donc voilà que notre Yosef, lui, il reste à crouler dans sa prison, et puis d'un coup, ce que Yosef avait dit va se passer. Cette fois-ci, c'est Pharaon qui a un rêve, il le présente à tous ses marabouts, à tous ses mages, et chacun lui donne une interprétation qu'il n'aime pas. C'est pas ça que j'entends, c'est pas ça, j'ai pas l'impression, ça cale pas. Je sais pas, je suis pas rassériné par votre interprétation. Donc le bonhomme, il est à court d'interprète, c'est un barbarisme. Hein. Donc il est à court d'interprète, et puis d'un coup, c'est à ce moment-là où le bonhomme qui était dans la géole avec Yosef se rappelle, dit « Ah mais au fait, en parlant justement de marabout, mais je me rappelle quand j'étais en prison, il y avait un marabout de malade, quoi. C'était un bonhomme, il nous a fait une interprétation de nos lignes de la main, mais un truc de fou. C'est un bonhomme, c'est incroyable, c'est vraiment un marabout Rolls-Royce, quoi. Il dit, ah ouais, c'est qui celui-là? Bah, il était avec nous dans un truc, et exactement ce qui s'est passé, il avait dit à mon copain qui serait pendu, il a été pendu exactement dans les mêmes détails qu'il avait dit, et puis moi il m'a dit que je serais là, et regardez, je suis là. Ok, alors faites-le sortir. Okay. Il faut sortir, il le rase, il l'habille, il l'embaume. Le mec, il devait... prison, là-bas, les prisons d'époque, il n'avait pas dû se laver depuis je sais pas combien de mois, tu vois. Donc il arrive, il le présente au roi. Et puis voilà que le roi a fait 2 rêves. Regardez ce qui est marqué ici. Et voici que tu fais, donc ça c'est le
live, ou bien c'est ce que va dire Pharaon dans sa vision du rêve. Et voici que du fleuve sortaient 7 vaches. Donc le pharaon va faire un rêve aussi. Il voit 7 vaches qui sortent, belles d'éclat et grasses, et qui surmirent à paître dans l'herbage. Donc il a vu des grosses vaches qui se mettent à paître. Puis 7 autres vaches sortirent du fleuve après elles. Celles-là étaient chétives et maigres, et s'arrêtèrent près des premières au bord du fleuve. Donc tu avais les vaches grasses, qui sont sorties, 7. Et puis tu as 7 autres vaches chétives, faibles, ouais, avec la peau et les os. Et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles d'éclat et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Donc là on a, si vous voulez, le... Non, on parle des rêves, mais on ne veut pas faire tout de suite les rêves. Tu vois, tu prends un document parce que tu vas être débordé par le... Donc, je répète le rêve, donc un rêve assez classique, assez simple. 7 vaches grosses, puis 7 vaches maigres. Et ce qui est assez bizarre, c'est que les vaches maigres viennent dévorer les vaches grosses. Et à ce moment-là, ça le réveille parce qu'il dit il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Voilà, c'est ce qui s'est passé au niveau du rêve. Et à ce moment-là, ouais, donc ça c'est ce qui s'est passé dans le live de Pharaon. Maintenant, lorsqu'il va présenter son rêve, il va légèrement modifier la version. Il tronque un peu la version. Donc il y a son live qui est présenté par la Torah, le live de Pharaon, et il se réveille. Puis après il y a c'est quoi l'inverse du live? C'est la rediffusion. La rediffusion du rêve, dite par Pharaon, et dans lequel il va un petit peu changer. Regardez, nous dit le texte. Et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et de belle apparence. Alors que je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le verset numéro 2, c'était pas des vaches belles d'apparence, mais c'était des vaches belles d'éclat. Yefot maré, et là c'est Vifot tohar. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Vous voyez ou pas? Vous remarquez ou pas? C'est-à-dire que le rêve, dans le live du rêve, c'était belle d'éclat, et là c'est belle d'apparence. Vous allez dire, mais ça, bon, blanc, beau des blanc, quoi. Juste, il a. Quand tu répètes un rêve, par exemple, tu n'es jamais précis exactement. Tu dis à peu près. C'est qu'en fait, c'est une impression que tu as. Donc on pourrait dire que c'est une impression, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Maintenant, nous dit le texte, va tirer Ena Be'ahu. Et ça, c'est un même élément qu'on voyait en vert. Un vert paître dans l'herbage. Ok? Puis nous dit le texte, 7 autres vaches les suivirent, donc c'est le différé. Maigre d'apparence, fort chétive et toute décharnée. Alors faites attention. Dans le verset numéro 4, ici, il y a marqué. Il y a marqué quoi comme adjectif pour les vaches maigres? Maigre. Elles étaient maigres, ouais. Et là, elles sont décharnées en bleu. Je vous ai mis des codes de couleur. Ouais. Alors vous allez me dire, entre maigre et décharné, j'ai envie de dire que c'est un synonyme. Non. Quoi, non? C'est pire, décharné. Ok, c'est accentué, tu as raison. C'est anorexique, quoi. Anorexique, exactement, ouais. Donc, mais vous voyez qu'en fait, ça a un petit peu changé. Donc en fait, il a fait 2 petits distinguos. Celles qui étaient belles d'éclat, elles deviennent belles d'apparence. Ça veut dire, bon, ok, ça va. Et celles qui étaient maigres, elles deviennent décharnées. Alors, maintenant, maigre et décharné, c'est franchement différent, comme tu le dis très justement, en français. Maintenant, quand tu regardes les adjectifs en bleu, pour ceux qui savent lire, le texte en bleu disait Ra'ot maré, elles étaient moches. Vedakot. Dakot veut dire maigre. Et décharné veut dire rakot. Dak, ça veut dire fin. Et rak, ça veut dire que ça. Donc, t'as raison, c'est plus grave. Rak en hébreu, c'est que ça. Et je dis rak, que ça. Et rakot, ça veut dire qu'il n'y a que ça. On va dire, c'est que la peau et les os, comme on dit. Alors, dak, c'est fin. Donc tu peux imaginer qu'elle est maigre. Mais maigre ne veut pas dire rachitique. Mais rakot veut dire rachitique. Tu vois que les os, quoi. Ça a un rapport avec les minutes ou pas? Avec Les minutes. Alors, dak, une daka. Alors, peut-être parce que c'est fin. Alors, non, mais c'est chnia la seconde, je sais pas. Je sais pas, possible. Il faut aller voir dans Ravish, ça. Très bonne question, je sais pas. Donc, vous voyez cette petite remarque ou pas? Maintenant, vous comprenez bien que dans la Torah,
C'est pas Paris Match. Ouais, c'est pas du journalisme. Plus tu en mets, plus ça paye, ouais. Vous comprenez que chaque lettre, c'est une molécule particulière, avec un agencement particulier, et c'est certainement pas un effet de style de changer comme ça, de passer de maigre à décharné, ça fait très Balzac comme ça, décharné, ouais. Non, c'est pas ça l'enjeu. Il y a autre chose qui se passe ici. Bon, on va tout de suite voir, maintenant. Et enfin, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer au niveau du rêve. Maintenant, une fois que il a ses rêves, Yosef, il fait une interprétation. Et il lui dit la chose suivante. Bah, tu sais quoi, moi j'ai mon idée. Tu parles de vaches grasses. En fait, c'est pas des vaches qu'en fait qu'il va y avoir. C'est des années d'abondance. Ouais, ça veut dire qu'en fait, il y aura opulence. Il y aura des réservoirs, des silos de grains, des silos, tout ce que tu veux. Mais lorsqu'on parle de 7 vaches maigres, c'est-à-dire qu'après 7 années d'abondance, vont venir 7 années de famine. Et l'image au niveau de la symbolique des vaches maigres qui arrivent à phagocyter, à manger les vaches grasses, ça veut dire que l'intensité de la famine sera tellement puissante qu'on en oubliera les années d'opulence. On galère tellement qu'on a oublié comment c'était à l'époque quand c'était bien. La galère est tellement insupportable et au quotidien que tu as oublié que dans la vie tu as pu être heureux. Tu vois, la vie est tellement amère que bah, je sais pas, ah ouais, j'étais heureux, ah ouais, c'est incroyable, c'est vrai, on était heureux, ouais. C'est impressionnant, ça, ouais. Et ben c'est ça qui va se passer, c'est l'idée de lune qui mord. Donc c'est une symbolique intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, alors, petite parenthèse, hein, les mages avaient donné comme exemple, par exemple, tu vas avoir 7 fils, et après tu vas les enterrer. Ou tu vas avoir 7 filles, tu vas ensuite les enterrer. C'est intéressant comme symbolique aussi. 7 vaches grasses, puis d'un coup 7 vaches maigres, ça veut dire qu'ils vont manger, c'est-à-dire, mais ils vont mourir. Donc ça répète, mais c'est lui, non, ça me plaît pas. Mais quand il parle d'économie, Pharaon dit tilt, c'est bon. Maintenant, c'est pas tout. Imaginez que vous ayez fait tilt, vous ayez tapé dans l'œil, on va dire, de Pharaon. Il dit, ouais, bingo, c'est exactement ça que je pense que c'est ça mon rêve. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce que tu fais, toi, juste après? Qu'est-ce que tu fais? Il met de côté. Quoi? Non, alors, après, il va falloir une stratégie. En fonction de cette prévision économique, on met en place une stratégie, ok. Maintenant, mets-toi dans la peau de Yosef. Tu as fait l'interprétation et Pharaon, il te dit Shkoyer. Non, il dira pas Shkoyer, mais il dira bravo. Ouais, bravo, jackpot, moi, c'est vraiment, ça me plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes une récompense. Quoi? Tu demandes une récompense. Tu penses que tu es en mesure de demander une récompense? Tu es un ancien détenu. Ouais, non, pas trop. Bah, tu demandes une faveur alors. Tu demandes ou tu attends qu'il te la propose? De se proposer, non, pour. Ah, ça, c'est délicat. Tu veux faire une stratégie de placement? S'il a d'autres rêves. Comment? S'il a d'autres rêves. Ouais, éventuellement, ouais, t'as pas d'autres rêves, ouais. Mais apparemment, il était pris que par celui-là. Ouais, alors en fait, évidemment, il a le droit de s'attendre à une grâce. Éventuellement, il va avoir l'audace de lui demander, écoutez, qu'est-ce que tu demanderais dans un cas comme ça? Bah, libérez-moi, quoi. Je demande rien, quoi. Libérez-moi, c'est tout. Je ferai fortune après, c'est pas grave. Ouais. Donc, tu peux éventuellement, mais encore, ça veut dire, c'est un peu délicat, c'est un empereur, quoi. On te demande d'interpréter, on t'a pas demandé de te placer. Ouais, enfin, en tout cas, de demander. Et fort à penser qu'un empereur qui est tellement content, bah, il va y faire un truc, quoi. Donc il a qu'à attendre normalement. On attend, on reste comme ça, ouais. On va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui a déclenché. Maintenant, ce qui est bizarre dans la Torah, dans l'étude de Yosef, c'est qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que, après avoir interprété le rêve, il dit, donc si c'est comme ça maintenant, que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'un 5e le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Il commence à jouer le stratège. Il se positionne en tant que géopoliticien, grand économiste, et il dit donc, moi je suggère de faire ça, mais dis-moi mon frère, on t'a sonné? Vous savez que ça frise le crime de lèse-majesté dans un monde. Ouais. Tu serais même chez un ministre aujourd'hui, tu n'oserais pas dire ça. Quoique aujourd'hui, c'est vrai que maintenant les ministres, c'est pas la classe, quoi, mais devant un roi. Mais tu bouges un petit peu le sourcil, tu te demandes, il peut te trancher la gorge, quoi. Il arrive, je te donne la stratégie. Et ce qui est incroyable, c'est que Pharaon dit, mais tu sais quoi, pourquoi pas? Ah ben justement, j'ai besoin d'un Premier ministre, tu veux pas être Premier ministre? C'est incroyable, complètement improbable. C'est que notre Pharaon va nommer au poste le plus haut du gouvernement
un bonhomme qui a été accusé de viol, quoi. Vous voyez bien, par exemple, dans notre monde actuel, ouais, DSK, il a raté sa possibilité, il aurait été président, mais comme ça, doigt dans le nez. C'est le mec le plus compétent que la France n'ait jamais porté. C'est un mec qui aurait sorti la France de la crise, c'est incroyable, c'est un surcompétent ce bonhomme. Il y a une histoire de mœurs, ouais, il a raté toute sa vie politique, c'est fini. Il est fiché à vie, et tout le monde sait, vous savez que même Macron lui a demandé des tonnes de conseils pour sa campagne. Et il continue, de façon secrète, à conseiller tout le monde, parce que c'est l'homme le plus compétent qui existe au niveau économique dans le monde entier. Il était patron du FMI. Donc c'est le gâchis le plus grand, parce qu'en fait, on a un mec le plus balèze pour gérer la France. C'est vraiment bon, il a une grosse tâche dans son truc. Hors de question de prendre un bonhomme qui a des problèmes sexuels aussi aggravés. Donc il n'est pas de président. Donc il est foutu le bonhomme, ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est quand les autres présidents étaient des grands coureurs devant l'éternel. Ils ont passé leur vie à tromper tout le monde, à avoir des enfants illégitimes. Mais comme personne ne le savait, on n'a pas bronché. Ouais. Donc, il y a un autre problème. Mais en tout cas, tu vois bien qu'en fait, c'est pas simple dans la vie de nommer un bonhomme qui a un passé, en tout cas condamné pour viol, quoi. C'est quand même bizarre. Et comme ça, tout se passe comme si il n'y a pas d'histoire dans la vie. C'est incroyable ça. Ouais. Donc, ce qui est passé maintenant. Voilà. Donc juste là, ce sont les versets de la Torah. Je répète juste les choses qui nous ont un petit peu qu'on a relevées, si vous voulez. Première des choses, c'est qu'on a besoin de dire que Yosef, à l'âge de 17 ans, il rêve d'un côté, et de l'autre, il a un côté un peu gamin. Il se fait beau, il se sape, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre. Deuxième chose, donc, il y a une jalousie des frères qui ont senti en Yosef un bonhomme qu'on peut qualifier que Baal HaChalomot, ça veut dire l'homme des rêves. Troisième point, il y a un Yosef très péremptoire face à la personne à qui il va annoncer son sauvetage. Il lui dit, tu vas être incorporé. Il a un côté péremptoire, et tu vas te rappeler de moi, et tu me sortiras d'ici. C'est pas comme ça qu'on parle, il faut demander gentiment. Ouais, il te doit rien, c'est-à-dire il te doit moralement, mais c'est-à-dire il n'est pas obligé de le faire. Ouais. C'est le troisième point. Quatrième point, des distinguos dans la description des vaches. Ouais. Sur 2 points, les belles, enfin les grosses, c'est les belles, elles étaient belles d'éclat, elles deviennent belles d'apparence. Et les chétives, les maigres, les moches, elles étaient maigres et elles deviennent décharnées. Ouais. Donc ça, ce sont les distinguos au niveau des rêves. Et enfin, dernière chose, le côté encore une fois très péremptoire de Yosef. Bon alors, puisqu'il va y avoir ça, donc je vous conseille de faire ça, 7 ans, tac, 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 on va diviser le pays, on se calme Yosef. Voilà donc 5 points qu'on va essayer de revisiter pour comprendre qu'est-ce qu'on peut attraper par rapport aux rêves. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je vous amène une grille de lecture générale sur les rêves de la Gemara de Brachot, et que l'on va ensuite apposer sur les rêves de Yosef, et on va mieux comprendre ce qui se trame. Alors, le texte de la Torah. Amar Afrizda, donc c'est un axiome. Afrizda dit, Kol chalam velo tavat. Tous les rêves sont exploitables, sauf ceux issus d'une journée de jeûne. Je m'explique. Tu as jeûné toute la journée. Ouais. Le soir, tu fais des rêves bizarroïdes. Eh bien, ces rêves ne sont pas exploitables. Parce qu'on peut directement les connecter avec la journée, on va dire, anormalement tumultueuse que tu as eue, qui a été provoquée par quoi? Par un état anormal. Ouais, c'est pas normal de jeûner. Dans la vie, ouais, tu manges toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, ouais, toutes les minutes, ouais, pour ceux qui sont plus... ouais. Mais en tout cas, ouais, quand tu te prives, tu es dans un état anormal, eh ben, l'état d'anormalité de la journée peut retentir dans ton activité onirique, dans tes rêves du soir. Et donc ça, c'est pas exploitable. Mais si tu as une journée pépère, a priori, le rêve est exploitable. Ok, on est bon ou pas pour ce premier axiome? Les maîtres du Moyen-Âge, le Roche, ramené ensuite par le Mishnah Bora, faut dire que lorsqu'on dit que tous les rêves sont exploitables sauf ceux issus d'une journée de jeûne, c'est pas que une journée de jeûne. C'est une journée exceptionnelle. Une journée où il y a eu une chose marquante. Imagine, tu as vu une rixe dans le RERA. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à se buter la figure pour pouvoir monter sur la rame ou je sais pas quoi, monter sur l'escalier. Je sais pas, ouais. Donc tu as assisté à une scène de violence qui t'a marqué.
Qui t'a marqué, ouais, parce qu'en fait c'est les premiers jours de grève, on a encore pour de nombreux mois, non, ouais. Mais en tout cas, tu as été marqué par ça, ça a été choqué. Bien que tu présentes, des fois tu peux, sur le périph', tu peux avoir un accident. Tu vois une bagnole complètement en accordéon et tout. Ouah, t'imagines tout le sang qui a pu couler. Ça te glace, ouais. Donc c'est un moment. Ouais. Alors, ça, si le soir tu rêves du mar de sang, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas, c'est lié directement. Ce que tu as, on va dire, subi dans la journée, c'est normal que ça retentisse. Ça s'appelle le refoulement. Tu refoules. Ouais. Et donc ça, c'est pas exploitable au sens d'un message divin. Ouais, d'un message divin. D'accord? Maintenant, deuxième axiome. Donc en 2 mots, en fait, on ne peut attraper de rêve que dans des journées normales. Ouais, t'as une journée normale, enfin le métro boulot dodo, quoi, ça veut dire. Alors ça, bah, si tu rêves le soir, tu peux dire, bon, ouais, là il y a un message. Si on rêve aussi, dans la journée, il y a quelque chose de spécial qui se passe et après on rêve de ça la nuit, on compte pas. On ne compte pas. Non, on compte pas, c'est ça que je dis. Deuxième axiome. Famara frisda, chalma de l'omifchar, qui est igreta de l'omikriya. Un chalom qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Vous entendez ou pas? Lorsque tu as un rêve et que tu décides de ne pas l'explorer par le biais de l'interprétation, on a demandé à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses? Alors, si tu as un rêve que tu ne veux pas explorer, tu ne l'explores pas, c'est comme si on t'envoyait une lettre et que tu refuses d'ouvrir. Moi, j'ai souvent des lettres que j'ai pas trop envie d'ouvrir. Vous savez, des lettres où, au niveau du timbre, il y a la tête de Marianne. Ouais. En général, c'est pas c'est des formats B5, tu vois. Ouais, donc ça, c'est en général soit les PV, soit les impôts. Ouais. Donc en général, moi, c'est des lettres que j'aime bien reculer pour les ouvrir. Ouais. Donc en 2 mots, il te dit comme ça, que si tu as un rêve, tu fais un rêve, et tu ne cherches pas à l'interpréter, tu ne l'interprètes pas, c'est comme si on t'envoyait une lettre, tu n'as pas voulu ouvrir. Donc d'entrée de jeu, la Gemara considère qu'un rêve, c'est un message. Mais c'est dur. Envoyé dans ta boîte mail. Ouais. C'est difficile d'interpréter des fois, il y a des règles. Alors, il y a des règles. Il y a des règles. La Gemara va parler de règles. Ouais. Tu dis qu'il faut aller voir quelqu'un qui t'aime bien. Tu dis, voilà, j'ai fait tes rêves, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, même si c'est un rêve dans lequel tu vois que des catastrophes, lui va dire, mais ça veut dire que ça t'ajoute des ennuis et ça. Il faut voir quelqu'un qui va donner, en d'autres termes, en fait, le rêve est une sorte de message qui va dépendre de l'interprète. En fait, c'est pas un message final, c'est un message qui est en cours d'écriture. Et il va dépendre de la bonté de celui qui l'interprète pour être finalisé dans son écriture. Donc en fait, un rêve n'est qu'un potentiel d'histoire. Est-ce que, juste une question, est-ce que le fait de... Enfin, on peut se référencer des fois à des livres comme écrits par le Rav Rambam sur les interprétations des rêves? Enfin, On peut se référencer aussi à des choses comme ça. Pourquoi pas? Si c'est le Rambam qui l'a écrit, on peut le suivre, pas de souci. Troisième axiome. Ouais. Moi, des fois, le matin, je me réveille, enfin, je suis consciente tout de suite de mon rêve, mais 5 minutes après, je me rappelle plus. Ok. Il y a 2 cas comme ça. Mais tu arrives à le relire, tu es conscient que tu as rêvé, mais tu sais pas ce que tu as rêvé. Voilà. Ouais. La Gemara parle de ça. Mais c'est varié hyper souvent. Ouais. Alors, c'est-à-dire que mais j'arrive pas à mettre des images. En fait, ça c'est... La Gemara va dire que c'est une façon de communiquer avec un individu pour lui apporter du réconfort. Ouais, c'est Hachem envoie en fait. David Ameller, il avait beaucoup de rêves comme ça. Il a envoyé des rêves. La Gemara en parle d'Afnoun Nehamoudbet là-bas. Elle en parle, elle dit qu'en fait c'est juste, tu sens que tu as rêvé, ça veut dire tu as une connexion avec Hachem. Toi dans ta conscience, tu l'ignores, mais ton monde de l'inconscient a été imbibé. Et c'était pour ça que ça a été mis en place. Il y a quelque chose qui rejaillira tôt ou tard. Ouais, tu as une activité qui t'a permis de vivre quelque chose, mais qui t'est voilé pour l'instant, peu importe. Mais une chose, c'est que tu as créé du lien avec Hachem à ce moment-là.
Oui, des fois, par exemple, je me réveille, 5 minutes, pendant les 5 premières minutes, je me dis, ah, j'ai rêvé de ça. Et après, 1 heure après, j'ai envie de le raconter à quelqu'un, bah, il n'y a plus rien. C'est putain, un problème de mémoire. La gamin n'a pas de ça. Et il y a des rêves qui nous marquent. Comment? Il y a des rêves qui nous marquent, on peut encore s'en souvenir même un mois après. Eh ben voilà, il faut les interpréter. Il faut y aller. Il n'y a pas de date de prescription. Et si on n'a pas envie de faire de peur d'interpréter, Tu as le droit. Mais quand je te dis que tu vas voir quelqu'un qui t'aime, c'est-à-dire qu'en fait, il va toujours. Je te dis. Moi, le positif. Ouais. Et donc, ça permet si tu veux, de cristalliser une orientation de ton rêve. Tu le cristallises dans quelque chose de bien. Rapport au fait qu'on va raconter à quelqu'un qui nous aime, être positif, c'est pas surtout lié au fait que la parole elle est créatrice, plus que par rapport au... Je dis qu'en fait, la parole de l'interprète, c'est elle qui va finaliser l'écriture du rêve. C'est même plus que... Elle est écrivante. Elle écrit la parole. La parole écrit quelque chose. La parole va entériner un sens du rêve. Donc elle est plus que créatrice, elle donne un sens qui n'était pas encore clair au niveau du message du rêve. Ouais. Et si on raconte par exemple à plusieurs personnes, Ouais. et qu'elles ont plusieurs interprétations, c'est-à-dire qu'elles peuvent écrire plusieurs démons. Ouais, je crois que c'est la première qui va déterminer tout, je pense. Ouais, je pense, ouais. C'est chaud. Bonne question, je suis pas sûr. Et des cauchemars, pareil. Le truc, il est... Cauchemar, ça s'appelle un rêve mauvais. C'est là qu'en fait l'interprétation aussi est là. Et comme j'ai dit, par exemple, quelqu'un qui rêve, je suis devant un précipice et je me suis tombé, bam, m'éclate par des ouf, le réveil sonne. Ouais, c'est un mauvais rêve ça. Ouais, ok, ben ça tu peux le faire interpréter. Mais on peut repartir dans des rêves, hein. Des fois on se lève et on repart dans son rêve. C'est-à-dire, tu redors, Ouais, non, je me réveille, je me rendors, je repars dans le rêve. et donc tu as juste mis stand-by. Il a mis pause, c'est le mec qui a mis pause. Tu rigoles, ma fille récemment, une fille de 8 ans, elle était morte de rire. Elle s'est réveillée et elle s'est réveillée tôt, un Shabbat matin. Ma femme lui dit, mais non, mais dommage, je vais dormir. Il dit, non, c'est bon, le rêve n'était pas intéressant, ça m'intéresse plus. Exactement ça veut dire. Bref, donc, maintenant, troisième axiome Rabotai, troisième axiome. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, En marimlo le adam el ami irure libo. On ne montre dans un rêve, écoutez bien cet axiome qui est essentiel, on ne te montre dans un rêve. Comment? Ah pardon, autant pour moi, Chazak. Vamar Rabbi Zira, kol alan sheva yamim belo chalom nikrara. Un homme qui dort 7 jours sans rêver, nikrara s'appelle mauvais. Est appelé mauvais. Bah, des fois, moi, je sais, quand je suis super fatiguée, je me souviens jamais de mes rêves. En fait. Non mais si t'as passé 7 jours sans rêver, Mais tu n'es pas Tout conscient le de la monde rêve. comment? Tout le monde rêve tout le temps. Non, Parce que quand mais on se avoir une souvient- conscience du rêve. Elle, quand elle dit je sais pas ce que j'ai rêvé, mais j'ai rêvé. Mais des fois tu peux dire j'ai rien rêvé. Là j'ai rien rêvé. Ok? Donc maintenant 6-7 jours comme ça, nikrara. Ouais, est appelé mauvais. Ah, évidemment, il faut surgir là-dessus. Voilà, ça veut dire c'est pas sur commande. Ouais, c'est pas du LSD, on peut pas du LSD pour voilà, c'est pas sur commande. Non, je dis. Je sais que j'ai rêvé, je sais pas ce que j'ai rêvé. Mais il y a des gens qui peuvent se dire, moi quand je fais ce cours de, je vois les gens qui commencent à se poser des questions, mince, ça fait 7 jours que j'ai pas rêvé. Ouais, donc ça peut exister de pas rêver pendant 7 jours, ouais. Je dis pas qu'au niveau électro-cérébral, il y a certainement une activité pendant le dodo, qui est peut-être une des formes du rêve, mais moi je dis dans ma conscience, je vois rien. Ouais. Et j'ai pas souvenir d'un rêve que j'aurais oublié. Donc je sais que j'ai pas rêvé. Nikrara, t'as mis du Nikrara, maintenant pourquoi? Pourquoi mauvais? C'est pas de ma faute. Tu me dis, tu fais pas ça et ça, t'es pas bien, ok, parce que je suis conscient, mais dormir, c'est jamais, enfin, rêver, c'est jamais sur commande. Ouais. Donc c'est très bizarre. Maintenant, autre question qui est posée. Ouais, pourquoi 7 jours? Pourquoi ce chiffre 7? Oui, alors évidemment, tous les rabbins, ils vont te donner plein de choses sur la symbolique du 7. Et il y aurait marqué 6, tu m'aurais dit non, mais 6, c'est. Ouais, comment? Ouais, ok, la semaine. Alors, ok. Il y a forcément un Shabbat dans mon sac. Et donc? Bah, sur les 7 jours. Ok, et donc? Mais pourquoi si j'ai pas rêvé durant 7 jours, j'ai pas quelqu'un de mauvais? Attention, il n'y a pas marqué rachat. Rachat, c'est le vilain.
Ra, il est appelé mauvais. Il est appelé mauvais. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Et qui Ok. enfin, qui l'appelle mauvais? On l'appelle mauvais. Son entourage. En expliquant pourquoi. Faites très attention aux mots qui sont utilisés. Il n'y a pas marqué c'est un rachat. Ouais, c'est une pourriture. Comment? Ok. Ok, on est clair maintenant. Dernier axiome, et on finira sur cet axiome, et après on essaiera de tout recomposer. Et pourquoi c'est dur du coup? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. El marino l'adam el amir libo. Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, dit au nom de Rabbi Yonatan. On ne montre à un homme dans un songe que les pensées de son cœur. On ne montre dans un songe que on va appeler ça des pré-pensées. Pas des pensées organisées, mais des pré-pensées. Les pensées de ton cœur. Ça, c'est le contenu de toutes les images de vos rêves. À vous de jouer maintenant. Qu'est-ce qui est bizarre dans ces 4 axiomes? Je vous écoute. Faites un comparatif entre le 1 et le 4. Je vous rappelle les 4 axiomes. Le premier, c'est tous les rêves sont exploitables, sauf ceux qui sont issus d'une journée complexe. On va dire comme ça. Ouais, il reste pas beaucoup de rêves. Ouais, ok, exactement. Donc il faut que des rêves du métro boulot dodo. Non, mais je parle dans les 4, en fait, j'ai l'impression qu'au final, quand on fait le tri, il reste pas beaucoup de rêves. Alors, et le rêve, on ne te montre que les pensées de ton cœur dans un rêve. Ok? Troisième chose, un rêve non interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue. Ouais. En Message. fait, ils sont contradictoires les deux, le 1 et le 4. Très bon, c'est ça que j'attendais, merci. Donc Elisheva, elle dit, ça a l'air contradictoire, parce que d'un côté tu me dis, n'est exploitable que ce à quoi tu as pensé, et d'un autre tu me dis, mais ce qui t'a marqué dans la journée, et qui va créer un rêve, n'est pas exploitable. Donc qu'est-ce qu'il rêve? Vous comprenez, il y a une sorte de bug ici, dans les deux paroles de Chazal, de nos maîtres. D'un côté tu dis, voilà, un rêve qui est issu de quelque chose auquel tu as pensé dans la journée, ouais, pas exploitable. T'as vu un accident à droite, t'as vu un film un peu angoissant, un thriller dans le noir, une ouverture d'un ascenseur, un bonhomme qui sort. Ah, ouais, il y avait comme ça un très très vieux film d'horreur, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a traumatisé, y compris moi, ouais, les gens qui prennent un ascenseur. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Une histoire comme ça, donc un bonhomme, les portes s'ouvrent de l'ascenseur et un bonhomme arrive avec un truc. Mais j'ai entendu un article là-dessus, ça fait 30 ans, j'ai dû voir ça il y a 30 ans peut-être, un truc, ouais, même plus que 30 ans, 35 ans j'ai dû voir ça, cette image. Il n'y a pas un moment où quand je prends un ascenseur la nuit, je me dis, mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui est derrière, tu vois. C'est de ouf, ouais. Le bonhomme, il a vu des images, qui l'ont choqué dans la journée et tout. Tu balances, c'est pas un message de Dieu. Et d'un côté, il dit le message de Dieu, c'est que ce à quoi tu as pensé dans la journée. Alors, c'est quoi? Bizarre, réponse. Il y a 2 types de stimuli. Tu as soit un stimuli extérieur, soit un stimuli intérieur. Si tu as été stimulé par une situation dans laquelle tu t'es mise toi-même, je fais un jeûne. Ah, j'ai mal de tête, j'ai soif, j'ai faim, je galère, ouais. Donc tu vis une situation complexe. Tu passes par le périph', il y a un accident. Tu n'es pas obligé de regarder. De passer à 2, comme tout le monde fait ça, c'est horrible. Les bouchons sur le périph', c'est dû à quoi quand il y a un accident? Les gens qui ah, qu'est-ce qui se passe? Les yeux-teurs, ouais. Maintenant, t'es pas obligé, maintenant t'as décidé de regarder, ouais. Et même si t'as pas décidé de regarder, ça te vient comme ça, t'as pas choisi dans la vie. Donc t'as reçu un stimuli, ouais. T'as été provoqué par une image, puis après tu vas la refouler dans tes rêves, c'est pas exploitable. C'est stimuli extérieur. Il existe des stimuli intérieurs. C'est quoi un stimuli intérieur? C'est lorsqu'il y a des choses auxquelles je pense, mais que je ne m'autorise pas de faire dépasser la surface de ma conscience. Ouais. Je ne veux pas m'autoriser à ça. Parce que c'est trop douloureux. Très souvent dans les relations humaines, c'est ça qui se passe. On préfère s'enfermer dans des tabous, dans des normes, dans des consensus, plutôt que d'avoir à crever des abcès. Et donc, on reste en surface avec des pré-pensées. On ne montre à un individu que les pensées profondes de son cœur qu'il décide de mettre dans la corbeille
Parce que c'est trop douloureux à penser à ça. Trop douloureux. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il te les fait ressurgir dans ton rêve pour te tendre la perche en te disant, tu sais quoi, t'as quelque chose à exploiter là-dedans. Vous entendez ce que je dis ou pas? Je suis pas en train de dire dans la vie qu'il faut crever d'un coup tous les abcès. C'est épuisant. Mais parfois, lorsqu'il y a des abcès qui reviennent, te dire peut-être c'est le moment, j'ai acquis la maturité, et si Hachem me les valide là-haut dans le rêve, le soir, c'est que peut-être il y a quelque chose ici à explorer. J'ai fait, une des premières fois où j'ai fait ce cours, j'ai fait plusieurs fois ce cours, la première fois où je l'avais composé, je l'avais fait pour la deuxième fois de ma vie, devant un public de dames, de la viso. Un public plutôt âgé, quoi. Et dans l'assistance, il y a une femme qui vient me voir, elle me dit Rav, je fais un rêve répétitif depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez me l'interpréter? Je lui dis écoutez, madame, je ne suis pas un gourou, encore moins un pseudo-kabbaliste, ouais. Mais écoutez, on peut essayer à partir des actions qu'on a, on va essayer de réfléchir ensemble. Elle dit voilà, je rêve d'une copine, depuis quelque temps qui refait surface, copine. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe avec cette copine? Elle dit ben en fait, je me suis brouillé avec elle. Ah, et je dis mais c'était une de vos meilleures copines? Il dit oui, c'était ma meilleure copine. Ah, et vous êtes brouillé depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Ah. Et j'imagine que vous êtes brouillé parce qu'en fait elle vous a déçu. Il me dit oui, exactement, elle m'a déçu. Je n'ai fait que dans ma vie lui donner, puis en fin de compte elle m'a profondément déçu. Ouais. Alors je dis écoutez mais c'est hyper simple votre histoire. Ouais. Je suis pas du tout. Mais regardez, vous avez rompu avec elle au nom d'un principe qui s'appelle j'ai pas envie d'être le pigeon permanent. C'est un principe qui se respecte. Mais au fond de vous, vous l'aimez cette femme. Vous avez rompu avec elle, mais vous l'aimez. Et donc, au fond de vous, votre réaction de je coupe net avec elle, je peux entendre parler d'elle, est une réaction que vous avez du mal à assumer vous-même. C'est peut-être une réaction brutale, et peut-être trop brutale. C'est peut-être nécessaire un temps, mais pas éternellement. On n'est pas obligé de la jouer, excusez-moi l'expression, à la marocaine. Effacez. Ouais. Vous connaissez la différence entre fil à l'anglaise, fil à la juive et fil à la marocaine. Fil à l'anglaise, c'est partir sans le dire. Ouais. Fil à la juive, c'est l'inverse. C'est le dire sans partir. Ouais. On reste 2 heures sur le perron. Et fil à la marocaine, partir fâché. Bref. Et comment on va interpréter si c'est un mauvais rêve ou un bon rêve? Attends 2 secondes, laisse-moi finir juste le schéma. Vous comprenez quoi? Vous comprenez ici, donc, alors j'ai dit à cette dame la chose suivante, c'est limpide, comme de l'eau de roche. Pourquoi? Parce qu'en fait, et après je vais rajouter une question qui a été vraiment l'apothéose. Je dis mais vous n'aurez pas récemment entendu qu'elle a envie de renouer avec vous? Elle me dit oui justement, j'ai eu des signaux comme ça. Bon, une copine m'a dit que, tout est marqué, je lui dis. Tout est marqué, c'est que finalement, ça a réveillé en vous le fait qu'au fond, c'est vrai que c'était pas sympa ce qu'elle vous a fait. Mais ça mérite pas comme ça de couper à jamais. Ça, c'est les Corses qui font ça, ouais. Ah, c'est la vendetta, vous vous rappelez, vous avez vu Astérix en Corse, enfin vous avez lu. Ouais, au début, donc, c'est les Corses, il y a beaucoup de querelles de famille. Et donc Astérix, il arrive comme ça, il dit, mais en fait, pourquoi la famille Filatelli et l'autre fille sont autant? Il dit, parce qu'en fait, l'arrière-grand-père, du côté du l'oncle du 2e degré, avait acheté un âne, et en fait, une fois qu'il a reçu l'âne, il était boiteux. L'âne, pas le bonhomme, ou bien il n'a pas donné le bon âne. Enfin, quelque chose de terrible. Et après, tu as 18 générations qui passent leur vie à se tuer, à s'entretuer. Bref, vous voyez, donc cette notion de vendetta, ouais, de vengeance familiale, ouais. Et ben, c'est un truc qui est dommage. C'est-à-dire, on ne va pas toute sa vie s'enkyloser dans ce mode de raisonnement. Donc, je dis à la dame, écoutez, peut-être que c'est l'occasion jamais, Hachem vous aide. Hachem a envie de vous aider à faire sortir cet amour qui a toujours jailli pour elle. Alors, essayer de trouver un moyen de pouvoir voir Boshi. Bref, et ceci, tu peux le faire dans plein de domaines de la vie. T'es comme si tu étais validé par Hachem pour essayer d'explorer un peu plus ces pensées qui sont restées à la surface et qui méritent d'éclore. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? Maintenant,
Kol Alan Sheva. Alors, maintenant, on a compris la contradiction que tu as posée ici. Maintenant, si on est clair, on va remonter les axiomes, on va mieux comprendre ce qui se passe chez Yosef. La Gemara va dire celui qui passe 7 jours sans rêver, c'est pas quelqu'un de mauvais. Le Gaon de Vilna va donner la clé pour comprendre ce Talmud. Il va dire la chose suivante. Kol Alan Sheva Yamim, toute personne qui dort 7 jours sans rêver. Demande le Gaon de Vilna, pourquoi tu dis 7 jours? Il fallait dire 7 nuits. Les rêves, c'est la nuit. Pourquoi tu n'as pas dit Kol Alan Sheva Leilot? Cette nuit, pas Sheva Yamim. Ouais. De là, le Gaon de Vilna apprend ici que ce dont on parle ici, c'est un individu qui va passer 7 jours. Et pourquoi 7 jours? Comme ça a été dit ici, mais on va justifier mieux. Quand tu vis 7 jours, tu passes forcément par un Shabbat. Quel que soit le jour par lequel tu commences. Ouais. Si tu es lundi, tu passes 7 jours, boum, tu vas tomber sur Shabbat. Ouais. Donc, quelqu'un qui est passé 7 jours, donc qui a passé au moins un Shabbat, et qui n'a pas eu des rêves de jour. C'est quoi les rêves de jour? C'est les rêves que tu as notamment pendant le Shabbat. Parce qu'à partir du moment où tu sais te déconnecter de toute ta créativité naturelle, je suis ingénieur en télécommunications. Ma créativité naturelle, c'est de mettre en place des connexions entre des réseaux extrêmement subtils. Je suis ébéniste. Toute la journée, je passe mon temps à essayer de prendre du bois brut et d'en faire des figures absolument magnifiques. Je suis un musicien, je prends des notes et je fais des mélodies. Je suis un médecin, je prends une ordonnance avec mon savoir et j'écris une thérapie. Tout ça, c'est l'homme dans son excellence. Il a un génie et il exprime ce génie dans la maîtrise de la nature. Ça, c'est l'homme. Arrive le Shabbat, on dit maintenant, mon ami, toute ta créativité, c'est fini. C'est pas le labeur qui est interdit Shabbat. Tu peux très bien prendre cette table pendant Shabbat, la lever 10 fois, te faire des pectoraux, ça comme, ouais. Il n'y a aucun interdit par la Torah. Tu vas être en sueur, ouais, tu vas être courbattu comme c'est pas possible. En revanche, tu appuies sur un truc, tu déclenches quelque chose, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout le génie de l'homme. Il appuie sur un bouton, boum, les choses se font. C'est ça qui est interdit. Maintenant, ok. Mais ça, c'est ma vie, ça. C'est mon génie. Je crée des procédures informatiques, je fais des coups fumeux fumants à la banque à Wall Street, à la bourse de Wall Street. C'est ça ma vie. C'est pas grave. Tu as une créativité qui est liée à ton intelligence, à ta connaissance, à ton expérience, à ta sagesse. Tu vas exprimer cette créativité dans un nouveau domaine, des relations humaines. Tu vas parler avec ton épouse, tu vas parler avec ton mari, tu vas parler avec tes enfants. Tu vas créer quelque chose d'autre. Tu vas créer du lien, pas par le biais de la maîtrise technologique. Ça, c'est le jour du Shabbat, qui va te laisser un peu plus de temps pour rêvasser. Des rêvasseries de jour. Des rêvasseries qui vont petit à petit t'amener à te voir dans un monde plus élargi. Dans un monde plus rose. Tu vas commencer à réfléchir, mais peut-être que je pourrais, puisque maintenant je suis plus dans le feu de l'action, dans la frénésie de mon job, dans le délire des grèves, ouais. Tout un chacun, en général, une choule à côté de chez lui, le Shabbat, il peut aller tranquillement, ouais. C'est un kiff, Shabbat, les jours de... Enfin, vous imaginez un petit peu comment on galère pour bosser en semaine. T'arrives Shabbat, mais c'est fantastique, j'ai pas bossé. Ouais, donc, ces moments-là sont des moments de rêverie qui vont te permettre de te voir, toi, dans un univers moins hostile. C'est ça, en fait, que donne le Shabbat à un individu. Lui donne cet oxygène de respiration pour te voir un peu plus grand. Mais si t'as pas cette rêverie du jour, alors t'es un bof qui enchaîne les jours dans un métro boulot dodo qui fait que t'as arrêté de rêver, mon frère. Et si t'as arrêté de rêver, tu commences à broyer du noir. Tu vois plus la vie en rose, mais en black. Et donc les gens disent de toi, mais Max, qu'est-ce que t'as toi en ce moment? On a l'impression que tu broies un peu trop de noir, on te sent comme ça, insipide, taciturne. Ouais. C'est bizarre, qu'est-ce que t'as en ce moment? Mais parce qu'en fait, lui, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il n'a pas eu suffisamment de rêves pour reconstruire, rebâtir sa vie. Ça, c'est l'enjeu essentiel du Shabbat, du rêve du Shabbat. Et donc, ce dont on parle ici, c'est le rêve de jour. C'est moi en train de me voir beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on peut faire le pont avec Yosef.
Yosef fait 2 types de rêves, nous dit la Torah. Rêve de blé. C'est quoi le blé? C'est le geld, c'est le fric. Il se voit et tout le monde se prosterne devant lui. Ça veut dire il se voit Bill Gates. Ou bien Bernard Arnault, parce que maintenant il a dépassé Bill Gates, ouais. Il se voit Monsieur Bernard Arnault. Avec des mœurs plus belles, ouais, évidemment. Mais, premier point. Deuxième point, il voit qu'il est une étoile devant laquelle toutes les étoiles se prosternent, y compris le soleil et la lune. Ça veut dire, je suis une star. Le rêve de Yosef, c'est un individu qui, à l'âge de 17 ans, a senti qu'il pourrait proposer un nouveau modèle de tzaddik. Le tzaddik, en général, c'est quoi? C'est le bonhomme, ouais, qui vit de rien, ouais, qui souffre beaucoup, mais qui est très proche d'Hachem. C'est le schéma type du tzaddik, ouais. Eh bien, Yosef, il dit, vous savez quoi, moi j'ai un nouveau style de tzaddik. Le tzaddik, ça peut être aussi un multimilliardaire, et qui est en même temps le plus grand rabbin du monde. Ah, c'est et sans magouiller. Hein. Ah, c'est un bouchon quoi. Hein. C'est bizarre ça. Ah non, pas du tout un tzaddik, il faut qu'il soit comme ça, voûté, visage comme ça, ouais. Ouais, c'est ça un tzaddik, ouais. Ne commence pas à me dire que Rav Steinman, il pouvait être en même temps aussi riche que Bill Gates. C'est pas possible. Ouais. Ah ben Yosef dit, moi, tu sais, moi. Et pourquoi pas? C'est le rêve de Yosef, ça, le rêve de jour. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces rêves lui sont validés la nuit. C'est-à-dire que cette pensée profonde qu'il avait au fond de lui est quelque chose qui est validé. Maintenant, les frères ne le prennent pas au vrai. Il a le droit d'avoir cette pensée. C'est un garçon ultra intelligent, un garçon ultra chacham. Il avait à peine 17 ans et son père lui a donné tout son héritage spirituel. Ouais, il lui a donné cette fameuse tunique dont on a parlé. C'est ce que Yaakov a reçu de son père, Yitzhak. Un héritage familial, que lui-même a reçu d'Abraham, que lui-même a reçu de Noé, que lui-même a reçu de Adam. C'est le premier vêtement du monde, vêtement originel. C'est le vêtement que Hachem a confectionné à Adam une fois qu'ils ont fauté. T'imagines le premier costume, le premier costard de l'histoire? Il est passé de Adam jusqu'à... Vous imaginez un petit peu la valeur de cet habit? Cet habit, il était dans les mains de Yosef parce que Yosef était l'homme le plus racham parmi tous les frères. Maintenant, il se voit dans ce mixte, et il va le devenir d'ailleurs. C'est l'homme le plus tzaddik du monde, qui va résister à Madame Potiphar, qui va rester tzaddik dans un monde complètement hostile à la tzidkout, et qui en même temps va devenir l'homme le plus riche du monde. Donc c'est pas un rêve qui est bidon. C'est pas un modèle qui est valable pour tout le monde, mais c'est un rêve qui était valable pour Yosef. Il s'est construit ce modèle. Maintenant, il est validé par Hachem dans la nuit. Donc il dit à ses frères, mais voilà, c'est validé par Hachem mon histoire. Et les frères lui disaient, non mais tu te moques de moi. Tu es en train de me parler d'un Rav Steinman, d'un Rav Ovadia Yosef, d'un Rav Shach. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la journée, toi? Tu te gomines les cheveux, tu te fais les cils, mais t'es pas crédible, mon frère. Chez Rey Yafé, on pourrait faire un cours entier sur le Yafé pour montrer en fait que c'est quelque chose de très spirituel ce qu'il faisait. Que la notion du beau est quelque chose de profondément spirituel. D'ailleurs, c'est très intéressant. Yafé peut se décomposer. Yeh, Yud, qui veut dire Hachem, Po. Hachem est ici. Dans le beau, il y a quelque chose de profondément spirituel. Bref, donc je ne vais pas rentrer tout là-dedans, mais en tout cas, ça c'est Yosef. Donc il y avait un problème avec les frères. Il dit, ok, c'est beau ton histoire, mais tu n'es pas crédible, mon frère. Tu ne peux pas être devant un miroir du matin au soir, il y a quelque chose qui est bizarre. Ouais. Maintenant, Yosef ne rêve plus, les rêves viennent à lui. Et les rêves, ouais, il arrive à les interpréter. Toi, tu vas te réincorporer, toi, tu vas mourir. On a posé la question et après, il rajoute « Et tu vas te rappeler de moi et tu vas me faire sortir de là. » Mais, qui t'a dit? Comment tu sais réponse? Yosef sait pertinemment que tout le monde des rêves ne sont que des emails envoyés par Hachem. C'était mon message, ouais. Et donc, il a compris, Yosef, que au même titre qu'il peut m'envoyer chez moi un email, il peut aussi m'envoyer dans ma périphérie un email. Et donc je comprends que le email qui t'a été envoyé, ce message qui t'a été envoyé, ne gravite que pour moi. Tout ça n'est qu'un prétexte pour que je m'approprie ce rêve. Ça, c'est la puissance de Yosef qui a compris qu'en fait, c'est une lettre qui mérite d'être interprétée. Donc elle est interprétée pour lui, pour le bonhomme, mais aussi pour Yosef. Il se l'approprie. C'est pour ça qu'il est tellement péremptoire maintenant. C'est magnifique. Le pharaon va décaler sa version. Il y a le live et le différé.
Le différent, on a dit, il y a deux différences. Il est passé de belle d'éclat à belle d'apparence, il est passé de maigre à décharné. De dakot à rakot. Mais n'oubliez jamais que Yosef est un aspirateur de rêves. Même les rêves que lui n'a pas fait, il les pique, il les approprie. Et donc le bonhomme, il est là, et on lui raconte comme ça, regardez bien maintenant dans le rouge et dans le vert. Veine minaya olot sheva parod, voici qu'il y a 7 vaches qui montent. Yefot maré belle d'éclat. Ouais. Va-t-il ena be'achou, et elles se mirent à paître dans l'herbage. Mais je ne sais pas si vous remarquez, je vous ai mis déjà un vert au préalable. La dernière fois qu'il a vu ses frères, c'était en vert tout au début, Ayaroué et Echav. Echav, il était en train de faire mener paître les brebis avec ses frères. Maintenant, Achou, c'est un marécage, et Echav, c'est les frères, c'est écrit de la même façon. Donc il a un premier tilt, Yosef dit, c'est bizarre ça. L'expression marécage me rappelle étrangement la position dans laquelle j'étais. C'est ces vaches qui sont en train de paître. Ouais. Mais au niveau de l'onomatopée, au niveau du son, j'ai l'impression d'entendre exactement la situation dans laquelle j'étais. J'étais en train de paître avec mes frères. Echav, Achou. Tu entends ou pas? Echav, les frères, Achou, le marécage. C'est incroyable, ouais. Maintenant, on continue. Et voici que il existe des vaches, ouais, alors on va vérifier ce qu'il entend, ouais. Elles étaient belles d'éclat, va tirer encore une fois, c'est répété. Et voilà que 7 vaches autres montent, et cette fois-ci elles sont rakot bassar, elles sont décharnées, que la peau et les os, comme on a dit. Alors que chez Pharaon, c'était dakot, c'était fin. Alors Debris explique que Pharaon a voulu voir si vraiment Yosef avait une inspiration divine. Il a fait exprès de changer les mots. Il a tronqué le message pour voir si Yosef était inspiré divinement. Il a biaisé le message. Maintenant, en biaisant le message, dit Rav de Brisk, il est en train de donner une alliance incroyable à Yosef. C'est pourquoi? Parce que lorsque tu entends Rakot Bassar et que tu entends Vifot Toa, belle d'éclat, et Vatir Ena Be'achou, et qu'elle est en train de paître, ce sont 3 indices qui le ramène à sa propre histoire. N'oubliez jamais, le rêve est toujours comme un message qui est transmis par Hachem. Une lettre que, si je l'interprète dans le sens qui est bien, elle sera bien. Donc lui dit, allons-y, allons-y, je vais interpréter en m'appropriant les choses. Mais c'est tellement facile de m'approprier les choses. Comme par hasard, ces vaches me rappellent ma situation. Elles sont en train de paître et moi je suis en train de faire paître. J'étais en train de faire paître avec mes frères. Maintenant, elles sont incroyables ces vaches. Elles sont belles d'éclat, et c'est quand même bizarre ces vaches, 2 types de vaches, belles d'éclat et pas belles d'éclat. Une qui est belle d'éclat, et l'autre qui est racote. Elle est décharnée. Et là d'un coup il fait titre, regardez le verset numéro 17. Ve'ene Léa racote, et les yeux de Léa étaient racotes. Vous entendez racote? Étaient faibles. Ve'rachel aïtaye fator vifatmare, et Rachel était belle d'éclat, belle d'apparence. Tiens, on a des vaches en pleine santé qui ont un descriptif type Rachel, ma mère, et on me parle de vaches de mauvaise santé, des chétives, qui elles ont le même onomatopée, même consonance, elles sont racotes décharnées avec un couf, mais ça me rappelle étrangement ma tante Léa, qui avait les yeux racotes. Vous entendez ou pas le racote? Ça veut dire qu'il est en train de dire, mais c'est pas possible. Mais le rêve de Pharaon est en fait mon histoire personnelle. J'étais en train de paître de faire paître les animaux, et voilà que les enfants de Léa, celles qui a les yeux racotes, sont venus me saisir et me jeter dans le puits, vouloir me tuer, me jeter dans le puits, et me faire disparaître à jamais. Cette fameuse histoire des vaches maigres, racotes, décharnées, qui viennent phagocyter, qui viennent dévorer les vaches grasses, mais c'est mon histoire. Moi je suis le fils de Rachel, et elle c'est le fils de Léa, et comme par hasard. Mais en fait c'est mon histoire cette histoire. Non, en fait Pharaon c'est une marionnette celui-là. Mais c'est une histoire d'économie, mais j'en ai rien à foutre. Mais en fin de compte, mais si c'est mon histoire!
voir. Mais tu sais quoi alors, Pharaon, t'as pas compris là maintenant. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est que maintenant je vais devenir l'homme le plus riche du monde. Tu vas diviser. Vous comprenez comment il prend le dessus? Ça, c'est ce qu'a fait en place Yosef. Il va s'approprier le rêve et il va bâtir à partir de ça. Et il comprend que tout dans la vie n'est qu'une ashgacha pratique, une surveillance divine particulière pour toi, qu'elle a juste pour pouvoir te mettre la puce à l'oreille. Ça, c'est ce qui a été mis en place par Yosef. Quelque part, il a appliqué ces principes du Talmud, qui est ultérieur à lui, mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre là-dessus. Je finis juste sur... Je suis désolé, j'ai un peu débordé, mais je finis juste... Parce qu'en fait, je suis venu de très loin, et comme je ne pourrais pas repartir, je vais dormir ici, donc moi, Alors, je finis juste cette histoire, qui est vraiment une illustration magnifique. Il y a un très grand maître qui s'appelait post-Shoah, qui s'appelait Rav Kahneman. Rav Kahneman a étudié pendant 7 ans auprès du Chavetz Chaim, en 1933, enfin jusqu'en 1933. Là-bas, il est devenu un géant de la Torah. Et à l'issue de ce passage, il a échappé à la Shoah, parti en 1933 aux États-Unis, et en 1945, il revient sur l'état du judaïsme complètement calciné. Et à part donc les 6 millions de juifs qui sont morts, on a perdu en même temps tous les cadres dirigeants, toutes les personnalités les plus fortes qui pourraient entourer, qui pourraient s'occuper des communautés. Alors, il décide, comme projet essentiel dans sa vie, de reconstruire le monde de la Torah. Essayer de reconstruire les fameuses yeshivot, les centres, les académies talmudiques, qui étaient le fleuron de la Lituanie. Il va essayer de les remettre sur pied en Israël. Il arrive à Bnei Brak, une ville de Bnei Brak actuellement qui est une ville ultra dense au niveau démographique, qui était vide, d'une de sable. Il dit, ici je vais construire la yeshiva de Ponevezh. Ok, allons-y. Il va ramasser de l'argent à Ramat Gan, qui joue Bnei Brak, auprès de commerçants juifs. Il dit, voilà, je suis venu pour quoi? Les rabbins ils viennent toujours pour demander du fric. Hein. Pourquoi ce fric? Parce que je veux créer une yeshiva. Ah, tu veux dire un centre d'études? Il dit non, une yeshiva. Tu veux dire une synagogue? Non, non, une yeshiva. Un milieu? Non, non, une yeshiva. Quoi une yeshiva? Une yeshiva, ça veut dire un endroit où les gens étudieront du matin au soir. Alors j'ai dit, mais ça y est, c'est fini ça, c'est fini cette époque. Maintenant on bosse maintenant, c'est fini, ça c'est l'époque de... Avant la Shoah. Maintenant on assume, on peut plus. Ouais. Il dit, mais tu rêves, t'auras aucun candidat. Et d'abord, ta yeshiva pour combien de personnes? Je vais construire une yeshiva pour 1000 personnes. Un campus pour 1000 personnes. Il dit, c'est que tu rêves. Réponse du Rav Kahneman, t'as raison, exactement, je rêve, mais je dors pas. Je rêve mais je dors pas. Première histoire pour lui. Ça veut dire que c'était un bonhomme qui rêvait de jour. Et il a effectivement construit Ponevezh, plus grande yeshiva du monde, qui est un bâtiment qui pouvait accueillir à l'époque 1000 personnes. Première promotion a commencé, vous savez avec combien d'élèves? 1000, je crois. Ah non, la première promotion a commencé avec combien? 7 personnes. Il y a 7 personnes qui ont commencé à peupler. Vous imaginez un campus pour 1000 personnes? Ça, c'était le rêve de jour. Deuxième chose. À part ses activités pour ramasser énormément d'argent pour construire cet empire de Torah, il s'est aussi occupé d'aller retrouver tous les juifs qui avaient été cachés dans des couvents, dans des églises, auprès de paysans. Ouais. Il avait, grâce aux renseignements généraux, grâce à la FBI, grâce à la CIA, des listes de parents, donc les parents qui avaient laissé leurs enfants, ils avaient donc donné, si vous voulez, avant de mourir ou n'importe quoi, ils avaient donné les informations, voilà, Rubinstein est allé là-bas, bon. Donc ça c'était le truc. Alors, il avait donc, d'après des renseignements, il devait rentrer dans un couvent où il y avait pas moins, sur les 1000 élèves du couvent, pas moins de 200 juifs. 1 sur 5. Donc il arrive, alors des fois ça se passait très bien, mais là ça passe très mal. Le directeur du couvent, le curé, il dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il y a plein d'enfants juifs qui sont chez vous, on le sait, je voudrais juste les récupérer. Je dis, mais il faut rigoler, quoi. D'abord, ils sont plus juifs, maintenant on les a convertis. Dès qu'ils sont arrivés, c'est des bons chrétiens, des bons catholiques, ils font la messe tout le monde. Ouais. Il dit, mais les parents voulaient pas ça, les parents voulaient pas ça, ils sont plus là. Oui, ils voulaient ça pour qu'ils soient intégrés, c'est pas normal. Ouais, bref, donc le bonhomme il résistait. Il dit, mais vous comprenez bien que vous fautez par rapport à leurs parents, c'est une faute morale. Ouais, ils les ont mis pour les cacher, pas pour les convertir. Et moi, il dit, écoutez, à part ça, de toute façon, maintenant, ça fait déjà 5 ans. Hein. Ils sont complètement des vrais catholiques, quoi. Ils sont complètement. Donc vous ne pourrez jamais les distinguer. Et le nom, vous savez, ça veut rien dire le nom. Schwarz, il y a des juifs, il y a des juifs, donc je ne peux pas. Il dit, au moins, donnez-moi les garçons. Ah non, monsieur.
On va pas commencer à regarder les culottes des enfants, ça n'existe pas ça, chez nous. Il dit, mais écoutez, vous savez quoi? Il voyait qu'il insistait tellement, il dit, vous savez quoi? C'est très simple. Je vous laisse aller les voir, les enfants. Ouais, dans le réfectoire, vous les touchez pas, attention, ils sont touchés. Je vous laisse 5 minutes montre en main. J'ai 5 minutes ici, 5 minutes montre en main. Ils vont manger maintenant, ils sont tous à la cantine. Si vous arrivez à en attraper un et me prouver, sans le déculotter, sans rien, qu'il est juif, il n'y a pas de souci, vous le prenez. Prouvez-le-moi. Bref. Le Rav Akaneman dit, bon, c'est ma seule chance. Il descend en bas, il ne sait pas comment faire. Il voit un boucan pas possible, 1000 enfants à la cantine, un truc de ouf, les bruits. D'un coup, il y a une idée qui lui passe par la tête. Il tape très fort sur la table. Très fort. D'un coup, silence, tu vois, un grand bruit. Puis d'un coup, il se met à crier toutes ses forces. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Puis d'un coup, un enfant surgit. Un deuxième surgit. Tate. Et il continue. Shema Israël. Tate, tate. En yiddish, ça veut dire papa. Tate, tate. Et 200 enfants viennent s'agripper à lui. 200. Tate, tate. Il avait la preuve qu'il avait réussi à réveiller les 200. Comment il a fait? Et ça le décryptage qui est magnifique. Il est reparti avec les 200. 200 enfants qui ont été sauvés de cette assimilation, de cette dilution totale. Ouais. Comment il a fait? C'est très simple. Il y a eu cet éclair de génie de se dire, qu'est-ce qui peuvent leur rester des enfants, presque tellement jeunes, à 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont été, finalement, la plupart de leur vie, des catholiques pratiquants. Qu'est-ce qui peuvent leur rester de juifs? Réponse. À un moment particulier de la journée, où on endort l'enfant. Et quand on l'endort, c'est un moment où il est en train petit à petit de sombrer du monde de la conscience vers le monde de l'inconscience. C'est ce moment particulier où on fait schéma à l'enfant. Schéma Israël. On vient d'une certaine façon lui graver à l'intérieur de lui ce qui est de l'ordre de son identité ultime, de sa neshama. En criant ce schéma Israël, il est venu réveiller ce monde qui était en fait en suspens, ce monde inconscient, cet judaïsme inconscient qui était à l'intérieur de lui, et qui d'un coup, grâce à ce cri de schéma Israël, a ressurgi. C'était le seul point de judaïsme qu'ils avaient, et c'est ça qu'il a réussi à mettre en place. Donc encore une fois, c'est une histoire qui est à la jonction du monde du rêve, du monde du rêve, et de cette faculté de ce monde tellement riche, qui est le monde de la conscience. Ouais. C'est là en fait que tout se joue. Comme on a dit tout à l'heure depuis le début, je vous rappelle, on a dit qu'il y a des choses que tu t'obliges à pas penser, et même si tu y penses, tu n'oseras pas les sortir. Et parfois, c'est justement ces choses que Hachem te montre en rêve, parce qu'en fait, c'est là que va pouvoir s'exprimer quelque chose de très grand à l'intérieur de toi. C'est ça, en fait, l'enjeu des rêves. Je m'arrête là.